Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Ça le fait sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu bien. as passé un bon week-end? Oui, beaucoup de repos. Ah, ok. Voilà. Le repos, c'est quoi pour toi, Jean? Tu es allongé dans la chambre, Je tu suis dors? mes films. Là, en ce moment, j'ai suivi les deux dernières productions Marvel. Donc Venom, le 2, et Les Éternels. Ah, d'accord, ok. Par contre, Les Éternels, ce sont des personnages de Marvel qu'on n'avait pas vraiment exploité, voilà. C'était des personnages qui faisaient des apparitions dans quelques numéros des Avengers. Ce sont des... Si tu veux, ce sont un peu les cousins des dieux de l'Olympe qui ont décidé, bon, en fait, normalement dans la bande dessinée, même si dans le film c'est autre chose, on dit que ce sont des gens qui viennent d'une autre planète, mais en réalité, dans la bande dessinée, ce sont des espèces de dieux vivants aussi. Ce sont les cousins des dieux de l'Olympe, en fait. Dans la guerre lorsque Zeus tue son père Chronos, si tu veux, les enfants de Chronos ont décidé de s'exiler en fait pour ne pas subir le courroux de Zeus, et ils vont se mettre en retrait de tout ce qui va se passer sur la Terre, et puis ils vont seulement faire des apparitions lorsqu'il va y avoir ce qu'on appelle les déviants, des espèces de monstres qui apparaissent. Bon, là c'est un peu la trame qu'on a même, c'est à peu près la même chose, mais juste qu'on a dit que les Éternels viennent d'une autre planète pour faire face à l'arrivée des déviants, et l'histoire commence à la fin de Avengers Endgame. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc c'est la suite. Et puis il y a Venom 2 où on découvre... Donc il n'y aura plus de suite de Thanos en fait. Thanos c'est définitivement réglé. Oui, Thanos c'est définitivement réglé. Maintenant, si tu veux, la trame des Éternels commence avec la conséquence de... Tu vois, à la fin, quand Tony Stark ramène à la vie la moitié des populations de la galaxie qui ont été tuées, ça crée, comment dirais-je, une espèce de déséquilibre dans l'univers qui a permis aux déviants, en quelque sorte, qui avaient été... D'avoir une ouverture. Voilà, et de venir sur Terre. Et donc là, les Éternels qui étaient cachés, qui n'étaient même pas intervenus lorsque Thanos, parce que c'était ce qu'on va leur reprocher, enfin certains d'entre eux vont leur reprocher, et puis ils vont devoir donc tous sortir de leur cachette pour faire face aux déviants. Et donc ça c'est... Voilà, c'est ça. Ah, mais donc tu as passé un week-end en cinéma. Oui, et puis après je vais attaquer aussi, tu vois l'acteur qui est dans l'Odyssée de Pi, ou bien l'acteur principal de Slumdog Millionnaire. Voilà, il est dans son dernier film qui s'appelle Le Chevalier Vert. C'est aussi une trame un peu qui se passe à l'époque du roi Arthur, où il y a une espèce de malédiction qui frappe un chevalier, et donc il a pour mission de faire une espèce de quête ou un combat pour pouvoir mettre un terme à cette malédiction là, pour échapper à la mort en fait. Bon, j'ai pas encore suivi, c'est un peu la trame que j'ai lue dans le synopsis, mais maintenant je vais bien suivre ça peut-être ce soir ou demain. D'accord. L'actualité internationale est marquée par quoi ce matin? Aujourd'hui nous allons revenir sur le plan de Joe Biden qui a été voté par le Congrès américain. Enfin, le plan, il faut bien scinder. Le programme de Joe Biden s'intitule, son programme c'est le 3B, donc Build Back Better. Ça veut dire reconstruire en mieux. Et donc, dans ce projet de reconstruction en mieux, il y a évidemment le volet infrastructurel, donc les routes, les ponts, les canalisations d'eau, tout ce qui concerne les infrastructures publiques aux États-Unis. Et il y a également un programme social, c'est-à-dire revaloriser notamment les aides sociales accordées aux familles, élargir la couverture de l'assurance maladie qui a été mise en place par son prédécesseur Barack Obama. Et puis, il y a aussi une partie climatique pour encourager les entreprises à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre par du financement des plans de transition écologique qui vont permettre à ces entreprises-là d'être moins polluantes et beaucoup plus vertueuses en matière de gestion des ressources ou de toutes les questions qui sont liées au développement durable. Donc ça, c'est le gros volet du plan pour lequel Joe Biden a été élu il y a un an. Et donc, dans ce plan, la valeur globale de ce plan tourne aux alentours de 2 950 milliards d'euros. Donc, il y avait 1 200 milliards d'euros dédiés pour la reconstruction des infrastructures, les ponts, les routes, etc. Et puis, il y a un autre volet de 1 750 milliards de dollars, qui sont dédiés notamment au volet
comme je l'ai dit, social et au volet climatique. Maintenant, évidemment, il a tenté de faire passer le vote de l'ensemble de ce projet-là en une fois, mais il s'est heurté évidemment à beaucoup d'opposition, y compris dans son propre camp démocrate, pour le faire voter. Et donc, il a dû donc scinder le projet en deux et faire d'abord passer la première partie qui est la plus importante à ses yeux. Ça ne veut pas dire que c'est le volet social et le volet climatique est moins important, mais il a estimé que pour véritablement déjà marquer les esprits, marquer son mandat, parce qu'il ne faut pas oublier, au courant de l'année prochaine, donc aux alentours de février-mars, il y aura des élections de mi-mandat où on va renouveler un tiers de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Et donc, il sait qu'il n'a qu'une avance de courte tête au Sénat, juste une voix de plus que les Républicains. Et donc, il va essayer de tout faire. Il était obligé d'essayer de tout faire pour faire passer un maximum de mesures durant la période où il a encore la majorité à la Chambre des représentants et quand même une très courte majorité au Sénat. Et donc, c'est la raison pour laquelle il a donc scindé en deux. Il a donc privilégié d'abord de faire voter le projet concernant le financement de la rénovation des infrastructures. Et donc, ça a été une grande victoire pour lui. Pourquoi ? Parce que la Chambre des représentants a voté vendredi, le Sénat avait voté mercredi dernier, et il fallait que, évidemment, la Chambre des représentants vote le plan de financement tel qu'il avait été fait par le Sénat. Et c'est ce qui est passé. Et donc, pour lui, c'est une relative grande victoire. Je dis relative, pourquoi ? Parce que Joe Biden, en réalité, il découvre une chose. C'est le profond clivage qui existe au sein de la société américaine, après 4 années de trumpistes où on a vraiment joué sur les divisions. Et donc, ces divisions-là ne sont pas encore enterrées. Ce n'est pas parce qu'on a changé de président que, bim, on a oublié toutes ces divisions-là qui ont été entretenues et savamment orchestrées durant ces 4 dernières années. Et donc, il découvre que, évidemment, ça embête, ça limite évidemment sa marge d'action. Et puis, deuxièmement, il se rend aussi compte que le clivage n'est pas seulement du côté de Trump, mais aussi au sein de sa propre base politique, puisque l'extrême gauche, donc notamment représentée par la sénatrice Alexandria Ocasio-Cortez, qui, avec un petit groupe d'élus, avec 5 autres élus, n'ont pas voté en faveur de ce plan parce qu'ils estimaient que cela ne devrait pas être la priorité. La priorité, selon eux, aurait dû être donnée notamment au volet social. Or, Joe Biden n'a pas dit dans son explication, il dit évidemment qu'il ne peut pas faire passer, et il en est conscient, il a raison, il ne peut pas faire passer la totalité de ce plan-là en une seule fois. Pourquoi ? Parce que ce qui a fait braquer les élus républicains, et notamment la base la plus dure, qui estime que déjà les États-Unis sont très endettés, et le fait de financer un tel plan à hauteur de 2 950 milliards de dollars, ça va évidemment se faire en grande partie en allant encore s'endetter, et cette dette-là, en croissant, va automatiquement avoir un effet sur l'inflation. Donc, si on veut maîtriser de l'inflation, il faut maîtriser sa dette. Ça, c'est un peu le mécanisme de pensée des républicains. Donc, ceux qui ont refusé de voter, les républicains, se sont appuyés sur, évidemment, cette question-là. Et Joe Biden a quand même eu aussi le soutien de quelques républicains. Il y a 13 républicains qui ont voté en faveur de ce plan-là. Ça a permis de compenser le fait qu'il y ait eu 6 démocrates qui aient voté contre. Et donc ça, évidemment, c'est une grande victoire pour Joe Biden, puisque lui, il est venu en expliquant que les États-Unis, depuis une trentaine d'années, n'ont véritablement pas rénové les infrastructures publiques, parce qu'il faut savoir que les infrastructures, les routes, les ponts, etc., appartiennent au gouvernement, à l'État américain, au gouvernement central. Et donc, tant que ces infrastructures-là ne sont pas bien entretenues, ne sont pas reconstruites en mieux, ça va avoir un impact sur la croissance. Donc, pour lui, son plan a 2 volets, c'est-à-dire redonner de l'emploi
là où il n'y en a pas. Et deuxièmement, ça va booster l'économie parce qu'on aura des infrastructures qui seront de meilleure qualité. Et donc, c'est l'ensemble des Américains qui vont en bénéficier, y compris les entreprises américaines. Donc, pour lui, et surtout, on a vu les effets positifs sur l'économie de tel type de financement. Il s'est basé, c'est pas nouveau ce qu'il fait. Il n'a fait qu'appliquer ce que Theodore Roosevelt avait fait lorsqu'il était arrivé au pouvoir en 1932, c'est-à-dire que financer massivement dans les infrastructures, et ces investissements massifs vont permettre évidemment de booster la croissance en donnant d'abord de l'emploi aux chômeurs, en donnant des marchés aux entreprises, et ensuite, lorsque ces infrastructures-là seront de qualité, c'est d'autres entreprises de transport et autres, des télécoms, qui vont utiliser ces infrastructures-là, qui seront de meilleure qualité et qui vont permettre à celles-ci, elles aussi, de connaître un véritable développement. Donc pour lui, c'est quelque chose d'un plan purement idéologique, c'est quelque chose de simple. On a déjà vu les effets de tels investissements aux États-Unis par le passé. Et donc, c'est un peu sur cette idée-là qu'il s'est appuyé. Et puis, évidemment, il entend mettre tout le pays derrière lui au nom de, si tu veux, de l'union nationale, en essayant de rassembler un maximum de personnalités derrière lui, et pour essayer de dépasser l'ère de Donald Trump, qui était évidemment une ère constituée essentiellement de clivage et de division entre les Américains. Donc, c'est une bonne nouvelle pour lui. Mais évidemment, même s'il crie à la victoire, pour lui c'est une grande victoire, aussi parce que sur le plan personnel, il faut savoir que les présidents américains sont jugés. Il y a un principe aux États-Unis, c'est que quand une personne arrive au pouvoir, il faut qu'elle lance un grand projet qui puisse marquer son mandat. Pour Donald Trump, ça a été American First, c'est-à-dire qu'on sort du plurilatéralisme, on revient à l'unilatéralisme, on construit le mur avec le Mexique, et donc ça a été l'élément marquant de son mandat. Celui de son prédécesseur, Barack Obama, sera évidemment l'Obamacare, donc la couverture santé pour tous, et donc pour d'autres prédécesseurs comme George Bush, évidemment, ça va être la lutte contre le terrorisme, la protection des Américains, quel que soit l'endroit où ils sont dans le monde, etc., etc. Donc pour Joe Biden, il lui fallait effectivement un plan, il lui faut un élément qui puisse être l'élément marqueur de son mandat, et cela passe par la rénovation des infrastructures, par la rénovation, si tu veux, de la rénovation de la couverture sociale, notamment en matière d'assurance santé, et surtout, c'est de faire entrer les États-Unis par la grande porte, enfin, de la lutte contre les changements climatiques, en permettant pour la première fois sur le sol américain de mettre en place des projets qui vont permettre de financer la transition écologique qui est indispensable pour que, évidemment, les États-Unis puissent ne puissent plus être considérés comme l'un des plus gros pollueurs de la planète aux côtés de la Chine ou de l'Inde, et pour faire entrer les États-Unis dans le monde du 21e siècle, en vérité. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5.